Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur le Bio Show. Nous sommes le 11 juin 2019 et je suis en grande conversation isiophonique avec quelqu'un que j'ai dû voir il y a une quinzaine d'années à Perpignan, où il y avait beaucoup de vent. J'ai nommé Christophe Courtois. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Michel. Alors, vous êtes, c'est assez impressionnant ce que vous faites. Vous mélangez les énergies renouvelables, c'est-à-dire en gros le solaire, avec la blockchain. Voilà, on a développé une solution informatique basée sur la blockchain pour pouvoir faire de la répartition d'énergie dans le cadre d'échanges locaux. Donc, on a monté ça avec Sunchain et on utilise la blockchain pour faire ces échanges d'énergie entre différents consommateurs. Alors, Sunshine, c'est une start-up aujourd'hui? Voilà, Sunchain, c'est une startup que l'on a créée en 2016 qui très rapidement a reçu le soutien du ministère de l'écologie dans le cadre de l'appel à projet Green Tech Verte. Ouais. Et avec ce label, finalement, ça nous a permis de lancer l'aventure et puis de nous ouvrir quelques portes intéressantes, notamment auprès du gestionnaire de réseau Enedis. Bon, ben, vous allez nous réexpliquer tout ça. Alors, pour vous, la transition énergétique, comme c'est marqué sur le slide, c'est quoi? Alors, la transition énergétique, c'est le fait de pouvoir mettre en œuvre de nouveaux schémas d'utilisation de l'énergie. On est parti d'un schéma très centralisé avec des centrales de production qui allaient envoyer l'énergie chez le consommateur. Aujourd'hui, on se dit que le consommateur, il doit passer plutôt consommateur et devenir un petit peu maître de ce qu'il veut faire, de pouvoir produire de l'énergie. Et puis, on est également dans une dimension sociale et cette énergie, on a pensé qu'on pouvait partager celle qu'on n'utilisait pas avec ses voisins, par exemple. Mais dites-moi, ce que vous êtes en train de faire, ça ne plaît pas à beaucoup de gens, non? Ça n'a pas plu à beaucoup de gens au début, parce qu'effectivement, il y a 3 ans, on était vraiment aux prémices de l'autoconsommation. Il y a une ordonnance en juillet qui est sortie qui précise pour la première fois la notion d'autoconsommation collective. Et donc, effectivement, il a fallu discuter longuement et convaincre, notamment le gestionnaire de réseau, que on allait virtualiser le réseau public, le réseau physique, et le virtualiser pour pouvoir mettre en place des coefficients de répartition de cette énergie un petit peu selon les règles qu'on avait définies. Bon, alors on va rentrer un peu dans… Alors, la blockchain, d'abord, c'est vous qui l'avez mise en place? Alors la blockchain, déjà dans un premier temps, en 2016, quand on a commencé, on a regardé ce qui était possible de faire. On n'était pas forcément des professionnels de la blockchain, donc on a regardé et comme tout un chacun, première relation qu'on a fait avec blockchain, c'était Bitcoin. Pour nous, la particularité de la blockchain qu'on voulait mettre en œuvre, c'était quelque chose qui n'était pas énergivore, donc qui n'était pas basé sur du minage, puisqu'on allait répartir l'énergie verte, on ne se voyait pas mettre en place une solution qui allait consommer plus d'énergie que ce qu'elle n'allait pouvoir distribuer. Donc on est parti sur une blockchain Hyperledger Fabric. Et cette blockchain, en fait, c'est une blockchain privée qui est basée sur un consensus. Et ce consensus, en fait, permet d'avoir quelque chose de relativement léger à mettre en œuvre et surtout qui ne consomme pas d'énergie, comme je disais tout à l'heure. Et alors, la token économie, vous allez y arriver un jour ou pas? Mais aujourd'hui, justement, on a fait un choix, c'est de ne pas associer à notre blockchain un token ou une crypto-monnaie. On voulait vraiment se servir de la blockchain pour son côté certification de transaction, puisqu'on a bien une transaction entre le producteur d'énergie verte et les consommateurs que l'on va retrouver à côté. D'accord. Mais ces consommateurs, si j'ai tout compris, échangent de l'énergie. Donc, il y a un prix qui se met en place. Alors, il peut y avoir de l'échange d'énergie. On peut aussi avoir un producteur qui va alimenter en énergie verte locale différents consommateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de va-et-vient dans l'échange. D'accord. Mais alors, le consommateur qui est servi par cette énergie verte par le producteur, il doit payer, non? Il paye. Alors, aujourd'hui, on est au tout début de l'histoire et on va dire que chaque projet qui sort est un projet particulier. On va avoir, par exemple, on va l'aborder tout à l'heure, une collectivité qui, elle, a choisi de donner cette énergie. Et à côté de ça, on a des schémas avec
un producteur qui va vendre de l'énergie moins chère que celle que le consommateur va acheter du réseau. Et donc, c'est vraiment deux familles de projets différents. D'accord. Et vous pensez que ça va se développer sur toute la France, ceci? Oui, en fait, si vous voulez, l'autoconsommation collective, elle a du sens dès lors que le coût de l'énergie est relativement important et qu'on l'a vu depuis quelques jours, il a encore pris 6%. Ouais. Donc, le déficit de solaire qu'on pourrait avoir dans le nord de la France, on peut le compenser via justement les tarifs d'achat de l'électricité qui sont élevés. Et puis, on a 20-25% d'écart d'ensoleillement entre le nord et le sud de la France. Donc, avec une baisse des coûts des installations qui ne fait que progresser, hein, les installations solaires ont vu leur prix diminuer de 80% en 10 ans. Ah ouais. Donc aujourd'hui, ça ne représente pas grand-chose que de rajouter 20 ou 25% de panneaux en plus pour compenser le manque d'ensoleillement quand on est dans le nord de la France. D'accord. Alors moi, je ne suis pas dans le nord spécifiquement, je suis dans les Yvelines, je pourrais installer ce que vous avez installé dans votre village, là. Oui. Alors justement, ce qu'on a installé, c'est une opération d'autoconsommation collective. On va avoir donc là, c'est la commune de Prémian qui a équipé ses ateliers municipaux avec une installation d'une trentaine de kilowatts et qui va alimenter 6 consommateurs. Donc ça, c'est le premier projet mondial qui se fait en autoconsommation collective sur le réseau public de distribution avec une blockchain. On va alimenter la mairie, l'école, un centre culturel, une boulangerie et un logement, et la poste. Et cette énergie, en fait, elle vient en complément, ou alors le réseau vient en complément pour alimenter les besoins quand la consommation est supérieure à la production. C'est-à-dire, vous avez mis des panneaux solaires là où il y a des petits bitonneaux, là. Alors, les petits bitonneaux en bleu, c'est la production, et les rouges, c'est les consommateurs. D'accord. Est-ce que dans ce village, on peut concevoir qu'à terme, tout le monde aura son panneau solaire et tout le monde sera énergétiquement consommateur local? Oui, oui, tout à fait. En fait, ce projet, il a été dimensionné par rapport à la réglementation qui était en place, puisque l'autoconsommation collective ne pouvait se faire qu'à partir du moment où les consommateurs et les producteurs étaient en aval d'un poste de transformation. Les postes de transformation, ce sont les parallélépipèdes que l'on retrouve dans les différents quartiers qui vont alimenter les consommateurs. Donc la réglementation limitait l'autoconsommation en aval de ce poste. Depuis la loi Pacte, et on attend l'arrêté, mais ce périmètre, en fait, il va s'élargir et on devrait pouvoir faire des opérations d'autoconsommation collective dans un rayon de 1 km. Donc ça agrandit grandement le terrain de jeu. Et donc, ça veut dire qu'à terme, on pourra avoir, notamment sur Prémian, on pourra avoir plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs en augmentant justement les participants à l'opération. D'accord. Quel type de panneaux solaires vous mettez en place? Là, c'est des panneaux classiques, silicium, polycristallin, cadrés, qui sont fabriqués en France, en Alsace précisément, et voilà, qui permettent d'alimenter entre 25 et 30% des besoins des 6 consommateurs. D'accord. Et le reste, c'est le reste, c'est le réseau qui l'amène. Alors, revenons un peu à tout ça. Non, c'est pas ici, c'est là. Pardon, voilà. Non, pardon, je me suis trompé. Alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? La solution que l'on a développée, elle permet de donc certifier les transactions, ça c'est le principe de la blockchain, et on utilise des smart contracts pour rentrer des règles de répartition de l'énergie produite auprès des consommateurs. Il faut savoir que sur des pas de temps de 30 minutes, on doit faire une répartition de cette énergie, puisque c'est le gestionnaire de réseau ensuite qui nous demande ces informations sur des pas de temps de 30 minutes. Donc toutes les 30 minutes, la blockchain, via le smart contract, regarde ce qui a été consommé, ce qui a été produit, et fait jouer les règles de répartition en mettant en place des coefficients de répartition dynamique. Donc, on va récupérer les données de consommation chez les différents consommateurs
Et ces données-là, en fait, c'est elles qui vont le compteur va communiquer avec la blockchain pour pouvoir rentrer ces éléments. Et c'est quel type de compteur? Alors, c'est des compteurs électriques. Pour les installations nouvelles et inférieures à 36 kW, on sera sur des compteurs Linky. Mais on peut tout à fait travailler sur des compteurs électroniques que l'on va rendre communicants via un module qu'on va rajouter. D'accord. Donc, si vous utilisez des smart contracts, c'est de l'Ethereum alors? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est des smart contracts qui ont été développés sur Hyperledger. Ah, d'accord, ok. Et alors là, vous avez combien de compteurs là? Il y a autant de compteurs qu'il y a d'utilisateurs, je suppose. Exactement. Il y a autant de compteurs que d'utilisateurs. Donc, en termes de scalabilité, notre blockchain, elle a été conçue pour faire face à ça. Aujourd'hui, les premiers projets, donc le premier projet, c'est le projet de Premium avec 6 consommateurs, et on travaille sur 2 autres projets dans l'Aveyron où on peut avoir jusqu'à 30 consommateurs. Ça, c'est le projet issu de la réglementation. Et comme je disais tout à l'heure, le projet qu'on a en région parisienne, lui, concerne 450 logements. Donc, à terme, 450 compteurs qui devront communiquer avec la blockchain. Et d'après ce que vous m'avez dit, c'est dans les Yvelines, là où j'habite. Exactement. C'est dans les Yvelines, un projet ambitieux qui, j'espère, verra le jour très rapidement. Alors, vous pourriez nous dire combien ça a coûté le projet de Premium? Alors le projet global, donc on est à 30 kilowatts. Le projet global solaire, il coûte un peu moins de 50 000 euros. Tout compris. Tout compris. D'accord. Il coûte 50 000 euros et les bénéficiaires, donc les consommateurs qui sont dans la boucle, vont faire entre 20 et 30% d'économie puisque l'énergie leur est cédée à titre gracieux. Et alors la particularité, et c'est pour ça aussi que la blockchain a un intérêt, c'est que le maire de Prémian nous a demandé de concevoir cette installation et de s'assurer qu'à la fin de l'année, chaque consommateur aura reçu la même quantité d'énergie. On ne peut affecter l'énergie qu'à partir du moment où il y a de la consommation en face, sur le pas de temps de 30 minutes dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et dans ces consommateurs, on a une boulangerie. Et ça, c'est la particularité, c'est que cette boulangerie, elle consomme plutôt la nuit que le jour. Et donc, il a fallu créer une règle dans le smart contract, une règle qui prenait en compte justement les caractéristiques des différents profils pour pouvoir définir la règle qui allait nous permettre de répondre à l'exigence du maire, à savoir donner de l'énergie en quantité égale auprès des différents consommateurs. D'accord. Alors là, qu'est-ce que j'allais dire? Le déploiement tout azimut dans le village, c'est prévu pour quand? Ah, c'est déployé déjà. C'est déployé, c'est en fonctionnement et on a fait les premiers échanges avec le gestionnaire de réseau Enedis Ouais. le mois dernier. Donc ça fait 3 ou 4 mois que l'installation est terminée et ça fait un peu plus d'un mois que l'énergie est réellement répartie et on va avoir une baisse de la facture d'électricité puisque avec la solution Sunchain, on permet à Enedis de faire la différence entre l'index qui est relevé et la part solaire qui est affectée à chaque consommateur. D'accord. Mais alors, moi, je suis un habitant de ce petit village très sympathique. Je vais mettre des panneaux solaires sur mon toit. Est-ce que je peux rentrer dans le système? Alors, on peut tout à fait rentrer. Il y a bien sûr, comme souvent en France, on a un formalisme à respecter, c'est-à-dire que les acteurs de cette opération d'autoconsommation collective doivent se réunir au sein de ce que le législateur a appelé une personne morale organisatrice. C'est un nom un peu barbare. La personne morale organisatrice, c'est une structure qui va regrouper producteurs et consommateurs et qui va être l'interlocuteur unique d'Enedis. D'accord.
Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette personne morale, on définit les règles de répartition, on définit un petit peu tout le quotidien de l'opération. Et ensuite, une fois que tout le monde s'est mis d'accord, eh bien, on signe une convention avec Enedis pour dire, ben voilà, qui sont les acteurs et comment on va se répartir l'énergie. Ok. Alors là, on revient à la blockchain, ce qu'on a déjà fait pas mal, là, Hyperledger, etc. Donc ça, le coût de la mise en place de la blockchain par rapport au coût total, ça représente quoi? Peanuts? Oh, ça représente, allez, moins de 1%. Moins Et de ça, 1%. Moins de 1% du coût de l'installation photovoltaïque. d'accord. Et pour les autres villages dont vous nous avez parlé, c'est-à-dire en Ardèche, non pas en Ardèche, L'Aveyron. en L'Aveyron. Aveyron, ça sera du même acabit? Alors non, alors là, vous voyez, on est sur une opération, on va dire à l'horizontale, à l'échelle d'un quartier ou d'un petit village. Dans l'Aveyron, on travaille avec un bailleur social. Donc le bailleur social, lui, va alimenter les locataires de ses bâtiments par une installation solaire. Et on travaille également avec un syndicat d'électricité qui, lui, va être plutôt sur une zone d'activité. D'accord. Et là, ça va faire, il y aura combien d'utilisateurs? Entre 20 et 30, en fonction justement, le bailleur social, on sera à 30 locataires. D'accord. Et vous reprenez la même blockchain? On reprend la même blockchain, tout à fait. Mais D'accord. sur un canal parallèle pour que les choses puissent être indépendantes les unes des autres. Les unes des autres. Et alors là, les gens qui utilisent ce système ont accès à toutes leurs Une données, là, non? interface. Voilà, en fait, on a une interface qui est opérationnelle, qui permet aux consommateurs de pouvoir suivre leur consommation et la part de solaire qui leur a été attribuée, et aux producteurs de pouvoir regarder sa production et comment il a répercuté cette production sur les différents consommateurs. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend par mobilité électrique? Alors, la mobilité électrique, ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur, où on s'est dit finalement qu'avec la blockchain, on pouvait faire plein de choses. Enfin, avec l'apport du numérique, on pouvait faire plein de choses, et notamment rapprocher le monde de l'énergie, le monde de la mobilité, en proposant des nouveaux usages. Et là, on est parti du principe qu'un particulier, Monsieur Billot par exemple, va installer des panneaux solaires sur son toit pour faire de l'autoconsommation. Et puis, comme la journée, il produit plus qu'il ne consomme, eh bien, il va falloir trouver un moyen de valoriser l'énergie en excédent. Et l'idée, c'est que avec votre voiture électrique, quand vous allez faire vos courses, quand vous allez sur votre lieu de travail, vous puissiez vous brancher et utiliser l'excédent pour alimenter justement votre véhicule électrique, en sachant que c'est la blockchain qui va tracer cette transaction et qui va permettre de créer un lien entre l'unité de production et le consommateur. D'accord. Indépendamment où je charge électriquement ma voiture. Peu importe où, c'est bien ça en fait la grande force. Sauf qu'aujourd'hui, on attend que le législateur ouvre un petit peu les contraintes en termes de périmètre pour pouvoir justement mettre ça en place. Après, c'est quelque chose qu'on a dans les cartons et qui ne demande qu'à être déployé. Bon. Et les certificats d'origine de l'énergie, ça veut dire quoi? Alors, les certificats d'origine, ça veut dire qu'aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle les garanties d'origine. Garantie d'origine, c'est ce qui permet aux différents fournisseurs d'électricité de proposer des offres vertes. Vous voyez, chez le fournisseur X ou Y, eh bien, je vous propose une fourniture 100% énergie renouvelable. Avec la blockchain, on est capable d'aller au-delà et de faire un complément à cette garantie d'origine, c'est-à-dire qu'on peut dire ou proposer un service à un fournisseur qui va dire moi je vous fournis de l'énergie verte, mais en plus qui vient de la centrale solaire à proximité de chez vous ou d'un parc éolien à proximité ou non de chez vous. Et alors, puisqu'on utilise de l'énergie verte, on ne produit pas de CO2. On ne produit pas de CO2. Après, on ne produit pas de CO2 au moment où l'énergie est produite. Si on fait le bilan carbone de l'ensemble, il y a du CO2 qui est émis au moment de la fabrication des différents composants. D'accord. Mais est-ce que vous avez calculé
Alors, les certificats carbone. Non, on n'a pas fait de bilan carbone puisque ça dépend vraiment de là. Si on reste sur le solaire, ça va dépendre de là où sont fabriqués les panneaux. Et là aujourd'hui, les projets que l'on fait sont des projets qui sont réalisés avec des panneaux français. Donc, on connaît le mix énergétique de la France qui est très peu carboné. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des concurrents là-dedans? Alors des concurrents, oui, on a des concurrents, mais sur des sujets un petit peu différents. Le premier projet qui s'est réalisé, c'était à Brooklyn, où on a parlé effectivement de blockchain et de solaire. Sauf que ce projet-là a été développé sur un réseau privé. Et nous, justement, notre grande force, c'est de pouvoir s'interfacer avec un réseau public. Et quand on est en France, par exemple, le réseau public est de très bonne qualité, donc c'est pas la peine d'aller recréer un réseau parallèle. On est parti du principe que on pouvait virtualiser un réseau physique pour pouvoir faire des échanges et des transactions telles qu'on le voulait. Donc oui, il y a pas mal d'acteurs qui sont en réflexion sur la problématique énergie et blockchain. Et en toute humilité, je pense que Sunchain aujourd'hui reste parmi les acteurs les plus avancés, en tout cas ceux qui ont déployé des vrais projets. D'accord. Est-ce que vous avez des velléités internationales? Oui, alors on a travaillé en Suisse. On a des contacts aujourd'hui en Italie et en Espagne. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on regarde et qui va avoir du sens parce qu'on a souvent des coûts de l'électricité qui sont supérieurs à ceux de la France. D'accord. Bon, bah écoutez, là, c'est le dernier slide que j'ai affiché, je crois. Donc, voilà, celui-là. Et donc, là, vous avez déjà des relations avec l'ADEME, etc., etc. Voilà, et puis juste peut-être pour préciser sur les logos, on a reçu le prix d'innovation du groupe Continental, justement sur la problématique de la mobilité. On a reçu le prix d'innovation de l'Association européenne des gestionnaires de réseau, ETSO. Donc voilà, c'est la solution Sunchain aujourd'hui, elle est connue et elle ne demande qu'à être déployée. Donc on œuvre à ça tous les jours. Eh ben, formidable. Dites-moi, est-ce que vous pensez que des grandes villes pourraient s'y mettre aussi? Alors on a été coupé. Je vais vous demander de répéter la question. Est-ce que vous pensez que des grandes villes pourraient s'y mettre en France? Oui, mais il y a un projet, alors des grandes villes, sur Perpignan par exemple, on est en train de travailler sur une solution pour regrouper 3 zones d'activité qui représentent à peu près 200 entreprises. Et l'idée, c'est d'avoir plusieurs productions photovoltaïques pour alimenter l'ensemble de ces entreprises. Et ensuite, vous avez un projet qui est bien connu, qui est sur la ville de Marmagne, dans le Cher. Le projet s'appelle Smartmagne et c'est un projet qu'on monte avec les équipes de Vinci Énergie. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous allez utiliser des éoliennes, si éoliennes il y a? Alors l'éolien, on peut l'intégrer dans une opération d'autoconsommation collective. C'est plutôt le temps de maturation pour faire sortir des éoliennes qui est long. Donc aujourd'hui, on a des projets d'autoconsommation collective entre solaire et micro-cogénération. Demain, on pourrait en avoir aussi avec de l'hydraulique ou de la micro-hydraulique. Et puis, si demain ou après-demain, il y a des éoliennes qui sont sur un site, on pourra effectivement les intégrer dès lors que ce n'est pas des éoliennes industrielles, puisqu'on a des niveaux de puissance à respecter. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous répondez, dernière question, à ceux qui disent tout ça, ça ne sert à rien, il n'y a que le nucléaire qui compte? Je leur dis qu'il faut prendre un peu de temps pour faire un point, et puis ne pas refuser l'évolution. On pourrait presque parler de révolution puisque on est vraiment sur la notion de circuit court de l'énergie. Peut-être que demain on ne sera plus alimenté par des autoroutes de l'énergie et que à l'échelle d'une commune, eh bien, on pourra créer du lien social entre la mairie et l'école, les parents d'élèves, que les uns et les autres s'échangent de l'énergie parce qu'on a des profils de consommation qui sont complémentaires. Et puis, peut-être pour finir, si vous me permettez, je voudrais juste
je voudrais juste mettre en avant une opération ou une initiative que Techsol, Sunshine et d'autres partenaires sont en train de lancer. C'est ce qu'on a appelé Sol solidaire. Donc sol pour soleil, solaire, et solidaire. L'idée, c'est de mettre en place un fonds d'investissement pour pouvoir permettre à des bailleurs sociaux de s'équiper gratuitement en solaire photovoltaïque et que l'énergie qui est produite, eh bien, elle soit au profit exclusif des locataires qui sont souvent en précarité énergétique. Et il en est où ce fonds? Il sera doté de quel argent? Alors le fonds, on va utiliser encore une fois une solution blockchain pour certifier de la production. On va travailler finalement avec les producteurs photovoltaïques qui sont sur nos territoires. On va passer un deal avec eux. On va leur dire vous nous mettez à disposition vos données de production. Ces données de production, on va les transformer en certificats numériques qu'on a appelé un sol. Et ces sols, on va les agréger et les mettre aux enchères auprès d'entreprises qui ont des démarches RSE ou des entreprises qui ont envie d'avoir un impact local, qui vont pouvoir justement acheter ces certificats pour financer l'installation chez le bailleur social du coin. D'accord. Alors, autre point, en Asie, il se passe des tas de choses, vous êtes au courant ou pas? Oh, il se passe beaucoup de choses en Asie. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est sur la partie solaire? Est-ce que c'est sur la partie plutôt numérique? Les deux, en général. Oui, en fait, si vous voulez, sur la partie solaire, les industriels asiatiques en général ont pris une longueur d'avance, c'est-à-dire qu'ils ont mis les moyens de développer une vraie industrie, puisqu'ils ont investi à peu près une centaine de milliards d'euros il y a quelques années. Et aujourd'hui, les majors sont en train de mettre en place des usines de fabrication qui vont représenter quasiment l'équivalent d'une année, du parc photovoltaïque de 2018, et prévoit que d'ici 2030, on va multiplier le volume de solaire par 10, c'est-à-dire qu'on va arriver à 1000 gigawatts par an à l'horizon 2030. Donc ça, c'est quelque chose qui va continuer à révolutionner le paysage et qui va permettre de faire baisser les prix et de rendre l'électricité photovoltaïque de plus en plus compétitive. Et donc, ça voudrait dire que demain, on ne se posera plus la question de savoir si on met du solaire sur un bâtiment, on le mettra. Et à nous, peut-être Européens, d'inventer les nouveaux usages, les nouveaux services autour de cette énergie-là. Bon, mais à part Sunshine, vous pensez que les Européens sont capables d'inventer tout ça? Moi, j'ai confiance. Sunshine, on est parti de rien et on est arrivé à quelque chose qui marche bien. Et je pense que quand on va parler de stockage, quand on va parler de l'apport du numérique, on a vraiment un rôle à jouer et c'est là-dessus qu'il faut miser les efforts. Alors, et les tuiles solaires de M. Elon Musk, qui paraît-il bat de l'aile, qu'est-ce que vous en pensez des tuiles solaires, vous? Les tuiles solaires, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien à Perpignan, puisque en 2009, on a réalisé le plus gros projet solaire en Europe, intégré au bâtiment. C'est sur le marché international de Saint-Charles. C'est 8 hectares de panneaux qui ont été équipés de tuiles ou d'ardoises solaires. Et aujourd'hui, la société AQO, entre autres, a décidé de relancer la fabrication de ces tuiles. C'est quelque chose qui est très intéressant puisque ça va répondre à une problématique que l'on retrouve souvent chez les architectes des bâtiments de France sur l'intégration de l'installation à son environnement. Et c'est quelque chose qu'il faut regarder vraiment avec attention. Et j'ai bon espoir justement que on va pouvoir fabriquer des composants de la chaîne solaire, notamment les tuiles, en Europe, parce qu'on aura une valeur ajoutée supplémentaire. Et vous pensez qu'à terme, les tuiles vont remplacer les panneaux solaires? Non, ça remplacera pas. Simplement, ça va permettre d'aller adresser des bâtiments qui aujourd'hui ne peuvent pas recevoir de panneaux solaires classiques. Ok. Ça va élargir un petit peu le champ d'action et de développement. Écoutez, Christophe, merci beaucoup. Je crois on pourra en parler encore pendant des heures. Donc, je vais arrêter le partage.
Et donc, si on a oublié quelque chose, on se recontactera. Merci Voilà. beaucoup pour cet éclairage très intéressant. Et si on vous voit dans les Yvelines, n'hésitez pas à venir me voir parce qu'on a de très bonnes gargotes dans notre coin. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci. À très Au bientôt. Au revoir. revoir.